Regardez-les bien. La plupart des gens voient des buts, des trophées et des millions d'euros. Ils voient un spectacle, ils voient des idoles, mais Thomas Sowell nous a appris une chose fondamentale. Les faits ne se soucient pas de vos émotions. Et les faits, ici, sont invisibles à l'œil nu. Ce que vous allez voir aujourd'hui n'est pas un résumé de match. C'est une autopsie. Ronaldo contre Messi. Ce n'est pas un duel technique. C'est le plus grand choc des psychologies de l'histoire moderne. C'est l'affrontement entre deux manières radicalement opposées de structurer l'âme humaine pour supporter l'insupportable. La pression d'un monde qui vous observe. Bienvenue sur Mental Football. Entrons dans les détails de ce que j'appelle l'architecture de la compensation. Pour comprendre Ronaldo, il ne faut pas regarder ses trophées, il faut regarder ses arbitrages. Comme le dirait Thomas Sowell, il n'y a pas de solution dans la vie, il n'y a que des compromis. Ronaldo a passé un pacte psychologique. Il a troqué sa spontanéité d'homme contre une efficacité de machine. 1. Le mécanisme de compensation, la psychologie d'Adler, d'un point de vue purement psychologique, Ronaldo incarne ce qu'Alfred Adler appelait le complexe d'infériorité, transformé en supériorité. Il ne court pas après la gloire, il fuit la vulnérabilité. Chaque muscle dessiné, chaque record battu est une brique supplémentaire sur une muraille destinée à protéger un moi intérieur qui craint par-dessus tout d'être perçu comme ordinaire. C'est une psychologie de la surcompensation, parce qu'il a ressenti un manque originel, la pauvreté, l'absence de reconnaissance précoce, il a bâti une structure de contrôle total. 2. Le corps comme temple de l'ego, la fausse religion. Observez ses rituels, sa diète de poulet bouilli et d'eau, ses 5 siestes quotidiennes de 90 minutes, sa cryothérapie à 3 heures du matin. Ce n'est plus du sport, c'est une liturgie. Ronaldo pratique une forme de fausse religion, où le corps est le seul sanctuaire. Dans sa vision du monde, la spiritualité est remplacée par la biologie optimisée. Il traite son propre ADN comme un logiciel à corriger. C'est ici que le clash devient concret. Là où un homme normal accepte sa finitude, Ronaldo tente de la vaincre par la répétition. Ses coups francs, un rituel de préparation de 10 secondes, une posture de jambes écartées identique au millimètre près. Pourquoi ? Parce que le rituel calme l'angoisse. Pour lui, si le rituel est parfait, le résultat doit l'être. C'est la croyance psychologique en une justice mécanique. Si je travaille plus que tout le monde, l'univers me doit la victoire. 3e, le coût de l'excellence, l'analyse des faits. Regardons les faits, sans émotion. Quel est le coût de cette architecture ? C'est une rigidité psychologique extrême. Avez-vous remarqué ses réactions quand un coéquipier marque à sa place, ou quand il est remplacé à la 80e minute ? Ce n'est pas de l'arrogance superficielle. C'est une fissure dans sa forteresse. Pour Ronaldo, ne pas être l'élément central n'est pas un simple échec professionnel. C'est une menace existentielle. Si la machine n'est pas la meilleure, alors elle n'est rien. C'est là que sa structure mentale devient sa propre prison. Il est condamné à l'excellence. Il ne joue pas pour le plaisir, il joue pour valider son existence. C'est le drame de l'homme qui a tout construit sur la performance. Le jour où la performance décline, l'âme n'a plus de fondation. Si Ronaldo est la preuve que l'homme peut se construire par la force, Lionel Messi est la preuve que l'homme peut s'effacer pour laisser place à l'instinct pur. C'est ce que nous appelons l'architecture de l'intégration. 1. Le flow state et la dilatation temporelle, la neuroscience du génie. Pour comprendre Messi, il faut comprendre le concept de flow state, l'état de flux. Contrairement à Ronaldo qui force chaque geste par une concentration tendue, Messi entre dans une forme de transe lucide. Des recherches en neurologie suggèrent que chez certains athlètes de ce niveau, le système nerveux traite l'information à une vitesse telle que le temps semble se dilater. Observez sa marche sur le terrain. Messi passe 80% du match à marcher. Les gens voient l'hiver de la paresse. Je vois une phase d'acquisition de données. Il ne regarde pas le ballon, il cartographie l'espace. Son cerveau enregistre les micro-mouvements des défenseurs, leur centre de gravité, leur temps de réaction. Quand il accélère, il n'exécute pas un plan. Il répond à une équation qu'il a déjà résolue inconsciemment. C'est l'intégration totale. Il ne joue pas au football. Il est le mouvement du football. 2. La stratégie du relâchement. Le contraste des vestiaires. Le concret se cache dans ses routines de pré-match. Là où Ronaldo est dans un tunnel de focus quasi militaire, des témoignages, comme celui de Kevin Prince Boateng, rapportent Samantha que Messi peut être sur son téléphone ou en FaceTime 30 secondes avant de fouler la pelouse. Ce n'est pas du désintérêt, c'est une stratégie de préservation cognitive. La psychologie de Messi repose sur l'absence de tension.
Il sait que sa force réside dans son intuition subconsciente. S'il stresse, s'il réfléchit trop, il bloque le canal. En restant absent jusqu'au dernier moment, il garde son esprit frais, sans la fatigue mentale que provoque une concentration forcée. Il laisse son moi conscient de côté pour laisser agir sa nature profonde. C'est la spiritualité du lâcher-prise appliquée à la performance. Troisième, le coût de la transparence, le revers de la médaille. Mais selon la méthode d'analyse des faits, tout avantage a un coût. L'arbitrage de Messi est le suivant. Il a une connexion directe avec le génie, mais il n'a aucune armure psychologique. Contrairement à Ronaldo qui a une personnalité armure, capable de supporter les insultes et les échecs par pur orgueil, Messi est poreux. Quand l'environnement devient toxique ou que la connexion avec l'équipe est semi-brisée, comme nous l'avons vu pendant ces années de souffrance avec l'Argentine pré-2022, il s'éteint. Son leadership est harmonique, il a besoin que le groupe soit en phase pour briller. Sans cette harmonie, il n'est plus un leader, il devient une ombre. C'est le drame de l'homme vaisseau. Si l'énergie autour de lui est négative, il l'absorbe au lieu de la repousser. Son silence n'est pas de la force, c'est une protection pour ne pas se briser. Après avoir autopsié l'esprit des joueurs, nous devons braquer le projecteur sur nous-mêmes. Pourquoi des millions de personnes pleurent-elles pour un match ? Pourquoi la défaite d'un homme à 5000 km d'ici peut-elle briser la semaine d'un père de famille ? Nous vivons dans ce que j'appelle la fausse religion du spectacle. 1. Le stade comme cathédrale du vide. Thomas Sowell nous rappelle souvent que les gens ne cherchent pas seulement des solutions, ils cherchent du sens. Dans une société où la spiritualité véritable s'efface, le stade est devenu la nouvelle cathédrale. Les chants de supporters sont remplacés les psaumes. Le maillot est devenu l'habit sacerdotal. Mais voici le problème psychologique. C'est une religion sans transformation intérieure. Le supporter cherche une identité de substitution. En s'identifiant à la forteresse de Ronaldo ou au génie de Messi, l'individu tente de combler son propre vide. Il ne cherche pas à être fort, il veut posséder la force d'un autre par procuration. C'est une pathologie de la projection. On vit par transfert et on finit par oublier de bâtir sa propre structure mentale. 2. Le mécanisme de l'idolâtrie, le coût pour l'humain. L'industrie du football ne vend pas du sport, elle vend des archétypes. Pour que le business tourne, Ronaldo ne peut pas être un homme fatigué, il doit être le surhomme. Messi ne peut pas être un homme triste, il doit être l'élu. Cette déhumanisation est le prix de la fausse religion. Nous avons créé un système où nous consommons la santé mentale des joueurs pour notre propre divertissement. Quand nous insultons un joueur qui rate un penalty, nous n'attaquons pas sa technique. Nous punissons l'idole de ne pas avoir été à la hauteur de notre projection. C'est un sacrifice humain moderne, justifié par l'audimat. On ne regarde plus des hommes, on regarde des produits financiers censés nous donner une dose de dopamine hebdomadaire. 3. Le choc des psychologies de masse. Ce clash entre supporters de Ronaldo et de Messi est en réalité un conflit de vision du monde. Les partisans de Ronaldo adorent la méritocratie brutale. Si je travaille, je domine. Les partisans de Messi adorent la grâce inexpliquée. Le talent est un mystère. Mais les deux camps font la même erreur spirituelle. Ils attendent que le terrain leur donne une raison d'exister. C'est ici que le piège se referme. En plaçant votre pèse intérieure entre les pieds d'un joueur, vous lui donnez les clés de votre âme. Vous devenez un esclave émotionnel du spectacle. Alors, quel est le verdict ? Qui a gagné le match de l'âme ? Si nous appliquons la rigueur de Thomas Sowell, nous comprenons qu'il n'y a pas de vainqueur absolu, car chaque architecture a son prix. Ronaldo a gagné la domination, mais il a perdu la paix. Messi a gagné la grâce, mais il est resté l'esclave de son environnement. Le vrai clash des psychologies, ce n'est pas celui qui oppose ces deux hommes, c'est celui qui se joue en vous. 1. L'erreur de la dualité. La plupart des gens passent leur vie à choisir un camp. Ils pensent qu'ils doivent être soit des machines de guerre, Ronaldo, soit des génies attendant l'inspiration, Messi. C'est une erreur fondamentale. L'homme complet n'est ni une forteresse fermée, ni un vaisseau percé. L'homme complet est celui qui a su rebâtir son âme pour intégrer les deux forces, la discipline de fer de Ronaldo pour structurer son quotidien, et le lâcher-prise de Messi pour ne pas briser sous la pression. C'est ce que nous appelons la souveraineté intérieure. 2. Le réveil du spectateur. Regarder le football ne doit plus être une fuite. Cela doit être un miroir. Chaque fois que vous voyez un joueur s'effondrer mentalement, demandez-vous « Où en est ma propre structure ?» Chaque fois que vous voyez une idole être portée au nu, rappelez-vous que c'est une fausse religion. La seule victoire qui compte, celle qui ne dépend pas d'un arbitre ou d'un sponsor, c'est celle que vous remportez sur votre propre chaos intérieur.
Le football s'arrête après 90 minutes. Votre vie, elle, continue. Troisième conclusion et passage à l'action. Ici, sur Mental Football, nous ne sommes pas là pour vous divertir. Nous sommes là pour décoder les mécanismes de l'excellence et les pièges de l'esprit. Si cette analyse chirurgicale vous a permis de voir le sport et votre propre vie sous un angle nouveau, c'est que votre processus de reconstruction a déjà commencé. Mais l'analyse n'est que la première étape. Pour ceux qui veulent aller au-delà du stade, pour ceux qui sentent que leur architecture intérieure est à refonder, j'ai condensé toute cette philosophie dans mon prochain livre, Rebâtir ton âme. Ne soyez plus le supporter d'un autre homme, devenez le champion de votre propre existence. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine autopsie mentale. Le lien vers la méthode de reconstruction est en bio. C'était Mental Football. Prenez le contrôle.